Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, vous êtes invités à cette conférence de presse que le ministre de la Santé et moi-même aurons le plaisir et l'honneur d'animer avec vous. Vous avez noté qu'au cours de sa séance de ce mercredi 1er septembre 2021, le Conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures hardies en réponse à la persistance de la pandémie de Covid-19 dans notre pays, comme dans la plupart des autres pays du monde. Des mesures fortes, ai-je dit, qui peuvent appeler interrogation, qui peuvent appeler clarification. Vous avez noté en tout cas que pour certaines catégories de personnel d'agents, le gouvernement a été jusqu'à décider de l'obligation de vaccination. Et pour d'autres, une forte recommandation, sans oublier les autres mesures qui accompagnent celles que je viens d'évoquer. La question de la pandémie elle-même, autant que les mesures qui ont été annoncées hier, font l'objet de préoccupations, d'interrogations, je dirais même, et vous le savez, de développement de théories complotistes ici ou là, tendant à décourager les populations, à faire croire que la pandémie de Covid-19 n'existerait pas, à faire croire que les vaccins ne seraient pas efficaces. Et parfois, nos populations succombent à ce genre de théorie. La parole sera à vous essentiellement pour poser vos questions, liées encore une fois aux décisions d'hier, mais plus généralement à la problématique de la pandémie elle-même. Ma question sera essentiellement adressée à Monsieur le ministre. Justement par rapport à cette réticence-là qu'on constate au niveau des populations qui n'ont pas envie d'aller se faire vacciner en fait. Qu'est-ce qui est à la base de cette réticence-là? Parce que c'est quand même une maladie ou une pandémie qui fait des ravages, des morts, des centaines de milliers de morts tout le temps, au quotidien. Et nous voyons un peu ce qui se passe au-delà de nos frontières et également au Bénin depuis la résurgence de cette maladie-là. Mais voilà qu'on trouve une solution pour quand même finir avec ce mal-là. Et on constate que dans le rang de la population, il y a cette hésitation-là à aller vers cette solution-là. Ma seconde préoccupation par rapport à ça, est-ce qu'au-delà, parce que le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, d'ailleurs en Conseil des ministres, où on a même fait obligation à certains corps de métier de se faire vacciner. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour quand même rassurer ces populations-là qui hésitent encore à aller se faire vacciner? Je vous remercie. À quand l'arrivée des doses de AstraZeneca? Parce que ceux qui ont reçu la première dose sont toujours dans l'attente. De combien de doses disposons-nous actuellement au Bénin? Est-ce que cela pourra couvrir tous ceux à qui on fait obligation de se faire vacciner? Et ma dernière question, une personne guérie de la Covid doit attendre combien de temps avant de se faire vacciner? Bonsoir à tous, chers amis de la presse. Je vais commencer par la question ayant trait à la réticence des populations pour se faire vacciner. Je dois d'abord dire avant toute chose que cette tendance s'est inversée déjà. La réticence majeure que nous avons connue au début de la vaccination depuis mars a changé depuis bientôt 3 semaines. Et vous pouvez constater sur les sites de vaccination l'affluence qu'il y a. Il y a certaines personnes de notre population qui déjà à 4 heures du matin se lèvent déjà pour aller prendre leur place pour bénéficier de cette vaccination salvatrice. Parce qu'elles ont compris que c'est à ce prix seul que nous pouvons survivre à la pandémie. En effet, les statistiques sont là. Et malgré l'infodémie ambiante, la population a commencé à comprendre que l'évidence est là. L'évidence, c'est que lorsque vous allez sur nos sites de prise en charge, nous avons enregistré aujourd'hui plus de 300 cas graves. Et parmi ces 300 cas graves, à peine une dizaine
de personnes étaient vaccinées. Et vous allez vous demander, mais pourquoi ces personnes vaccinées ont pu même développer ces formes modérées ou graves? Parce qu'il y en a, la majorité n'était pas complètement vaccinée déjà, donc l'immunité n'était pas complètement acquise. Mais même pour les quelques deux qui étaient complètement vaccinés, il faut savoir qu'il y a des maladies ou d'autres circonstances qui peuvent entraîner le fait qu'il y ait un retard à l'immunisation. Vous pouvez être vacciné et vous pouvez avoir besoin de plus de doses peut-être pour avoir l'immunisation suffisante pour contrer la maladie. Et cela fait que, donc, même si vous êtes vacciné, vous pourriez éventuellement développer une forme peut-être un peu plus importante. Mais quand on regarde la grande masse, plus de 300 personnes, avec une dizaine seulement de personnes vaccinées, vous comprenez aisément que ce mal n'attaque essentiellement de façon grave que les sujets non vaccinés. Et c'est ces sujets non vaccinés qui sont en train, malheureusement, de perdre la vie aujourd'hui. Et c'est ce que la population a eu à comprendre. Et ce n'est pas seulement au Bénin que nous avons ce constat. Ailleurs également, les statistiques qui existent montrent que ce sont les personnes non vaccinées qui font les formes graves de la maladie et qui en meurent. C'est pourquoi aujourd'hui que nous constatons que les populations sortent de plus en plus. L'autre élément très important qu'il faut souligner, c'est la question des agents de santé. Parce qu'il faut malheureusement constater que certains agents de santé contribuent à entretenir le flou au niveau de la population. Malheureusement. Et il faudrait que nous puissions insister sur le fait qu'il faut faire très attention aux vidéos qui circulent. Parce qu'ils sont en fait des vecteurs de ces informations non scientifiquement prouvées qui circulent. Ils ne se font pas faire leur propre opinion scientifique sur la question. Et pourtant, ils véhiculent ce genre d'informations. Et vous savez bien que pour notre population, l'agent de santé est un dieu. Et cette population se pose la question, mais si un agent de santé dit qu'il y a un doute là-dessus, alors c'est qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Je voudrais formellement et fortement dire à notre population que ces quelques agents de santé qui véhiculent ces informations totalement erronées n'ont pas la vérité. Ils se font manipuler par ces informations, malheureusement, et contribuent de fait à renforcer quelques personnes dans cette négation de l'effet de la vaccination. Ce qui est extrêmement préjudiciable. Comme vous avez pu le constater hier, le gouvernement a imposé la vaccination aux agents de santé. Parce que malheureusement, les mêmes qui aujourd'hui sont en train de refuser la vaccination, c'est ces mêmes agents de santé qui sont en train de mourir malheureusement à l'ADA. Nous en avons malheureusement perdu déjà un certain nombre. Et imaginez que nous ayons les agents de santé qui soient décimés au fur et à mesure, qui se retrouvent à l'ADA et qui malheureusement en meurent également. Qui va soigner le reste de la population quand on souffre d'autres maladies, de la diarrhée, du paludisme et autres? C'est pour ça que l'État, en toute responsabilité, a décidé de protéger non seulement les agents de santé, mais de protéger surtout la population en obligeant ces forces qui doivent permettre à cette population de survivre aux autres maladies, de rester debout, de ne pas se faire décimer par cette maladie. Donc, en résumé, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'il y a de la réticence au départ, mais aujourd'hui, nous inversons la tendance. Et de plus en plus de populations sortent pour se faire vacciner. Je voudrais également, pour répondre à la deuxième préoccupation liée à la quantité de vaccins, dire que le gouvernement a mis en place une politique pour procéder à
à un approvisionnement continu en vaccins. Vous savez, les vaccins ont une durée de vie. Nous avons commencé avec les premières doses d'AstraZeneca qui sont venues, qui devaient expirer au mois de juillet, et qui malheureusement ont expiré sans que les populations n'aient pu en bénéficier suffisamment, parce qu'à ce moment, l'engouement n'était pas encore manifeste. Donc, il faut réguler l'approvisionnement et faire en sorte qu'il soit continu, de façon à permettre aux populations d'y avoir accès, sans pour autant en perdre de par la péremption. Nous avons aujourd'hui déjà reçu dans le pays 164 000 d'AstraZeneca qui sont déjà terminés. Une partie a périmé, bien sûr, et l'autre a servi pour faire les vaccinations. Nous avons reçu également 203 000 doses de Coronavac, le vaccin chinois, et tout dernièrement 324 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Et c'est ces vaccins que nous utilisons actuellement pour vacciner la population. Il en reste encore. Nous venons de vacciner environ 160 000 personnes dans le pays. Donc vous imaginez bien que le stock est encore là, dispersé sur toute l'étendue du territoire national. Depuis une semaine, nous avons au niveau des sites qui ont été identifiés augmenté le nombre de postes de vaccination au regard de l'affluence. Et nous sommes en train de mettre en place une stratégie pour augmenter même le nombre de sites de vaccination actuellement. En dehors de ça, il y a des équipes mobiles qui sillonnent les institutions, les ministères, les structures privées pour pouvoir les aider à vacciner leurs employés. Donc, autant de stratégies qu'on développées aujourd'hui pour faire en sorte que chaque citoyen ayant manifesté le désir manifeste de faire vacciner contre la COVID-19 puisse y avoir accès. Donc, je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas de souci par rapport à l'approvisionnement en vaccins. Là, déjà, nous avons déjà anticipé et d'ici la fin du mois de septembre, nous allons avoir des vaccins Pfizer. Les vaccins Moderna également sont déjà en commande et viendront également bientôt. Et les vaccins AstraZeneca qui étaient en rupture également viendront en appoint. Pour ce qui est des sujets qui ont été vaccinés déjà par le vaccin AstraZeneca pour la première dose et qui sont en attente de leur deuxième dose, le ministère de la Santé a recommandé formellement depuis hier à ce qu'ils puissent aller faire la deuxième dose avec le vaccin Johnson & Johnson. D'autres pays l'ont déjà fait. Et vous vous rappelez bien que dans les pays européens aussi, le vaccin AstraZeneca a été switché avec le vaccin Pfizer également. Donc, ce n'est pas une contre-indication de sujet d'un vaccin vers un autre. C'est vrai que ce n'est pas une recommandation formelle de l'OMS, mais ça a été fait et ça a donné de très bons résultats. J'ai eu la grave surprise d'avoir un résultat aujourd'hui d'un test pour vérifier l'immunité de quelqu'un qui a fait vraiment ce switch-là et qui avait une très très forte immunité par rapport à la COVID-19. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui est payante. Donc, les personnes qui ont reçu la première dose d'AstraZeneca peuvent aller faire l'autre type de vaccin, soit le vaccin ARN ou le vaccin Johnson & Johnson, pour continuer leur stratégie vaccinale. La personne qui est guérie déjà, en fait, au départ, on se disait cette personne a une immunité qui est déjà acquise, qui lui permet, au départ, on avait dit 6 mois. Au départ, on est allé jusqu'à 6 mois. Puis après, ça a commencé à changer. Mais dans l'expérience quotidienne que nous vivons, il y a des personnes qui, à peine guéries, ont été vaccinées et qui n'ont développé rien de particulier. Donc, de façon réglementaire, il n'y a pas eu une indication formelle pour dire c'est telle période qu'il faut attendre ou telle autre. Nous recommandons au cas par cas à ceux qui en font la demande ce qu'il faut faire par rapport à la vaccination. Donc, j'invite les populations qui sont dans ce cas à se rapprocher des sites de vaccination et pour se faire orienter, pour qu'ils puissent savoir ce qu'il faut faire pour leur dose de vaccination. Ce qui est important, c'est que lorsque vous allez pour n'importe quelle vaccination, que ce soit la méningite, la polio ou autre, et que vous êtes malade déjà, vous avez des signes, on ne vous vaccine pas. Si vous avez la fièvre, vous avez autre chose, on ne vaccine pas dans ces conditions, on diffère, et c'est quand les signes là disparaissent qu'on fait la vaccination. Je voudrais faire un complément sur la question de l'obligation vaccinale pour les agents de santé, aussi bien du public que du privé.
Le service public de la santé est essentiel dans la vie de tout État. Et le devoir du gouvernement, c'est de faire en sorte que la continuité de ce service public de la santé soit assurée pour que les populations béninoises, qu'elles aillent dans les centres de santé publics ou privés, qu'elles aient du personnel qualifié disponible pour les prendre en charge. Au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble de ce personnel, secteur public, secteur privé confondu, nous sommes à 38% de taux de vaccination. Ça veut dire qu'il y a encore 2/3 qui ne sont pas vaccinés. Si une hécatombe survenait dans ce secteur-là, vous voyez le déficit criard de personnel qualifié qui se créerait et donc le défaut de prise en charge de nos populations s'imposerait à nous. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte d'éviter cela. Et pour être terre à terre, prenons quelques exemples. Je suppose que tout le monde ici est croyant. Si je suis un musulman et que je vais à la mosquée, que l'imam demande de réciter des sourates et qu'on observe que l'imam lui-même ne récite pas ou ne sait pas réciter, ça va être préoccupant. Si je vais à l'église et que le père célébrant, au moment de donner la communion à tout le monde, lui-même ne prend pas, on va s'interroger sur pourquoi lui-même ne communie pas et il donne aux autres. Si je suis habitué à acheter à manger chez un vendeur du quartier ou du coin et j'observe cette personne sur des jours, je vois que la personne même ne mange pas du tout ce qu'elle vend, ça va être préoccupant, non? On doit s'interroger. Mais comment expliquer cela? Voilà pourquoi, au-delà de l'importance qu'il revêt dans le dispositif étatique et dans le maintien de la continuité du service public de la santé, les agents de santé devraient également constituer des exemples pour les populations. Le ministre vous a dit qu'on les perçoit parfois comme des dieux. Et donc, s'ils donnent l'exemple et qu'ils montrent aux populations qu'en réalité, les dangers qu'on leur brandit, qu'on fait planer devant eux, n'existent pas, ne sont que des inventions, les populations se sentiraient davantage en confiance. Quoique la dynamique ait été inversée déjà, comme on l'a relevé, et vous l'avez tous constaté si vous avez été dans les centres de vaccination, quoique cette dynamique initiale ait été inversée, l'ambition du gouvernement, ce que nous recherchons, c'est de maintenir l'engouement actuel pour que, à terme, toutes les populations cibles de chez nous se soient vaccinées et que nous ayons atteint un certain niveau d'immunité collective qui permette que la vie se déroule plus ou moins normalement dans notre pays. Sera-t-il mis en place un mécanisme spécial de suivi des différentes prescriptions au niveau des espaces marchands, quand on sait que dans ces espaces, depuis toujours, les mesures barrières n'ont jamais ou presque été respectées, quand bien même ils sont animés tous les jours. Et quant à la question de la vaccination, Monsieur le ministre, avez-vous appris vous aussi que certains types de vaccins sont rejetés au moment des voyages? Merci quand même de nous entretenir sur les vaccins à polémique. Sur la question des vaccins reconnus pour les voyages, je dois dire aujourd'hui que dans l'espace de l'Union européenne et aux États-Unis, il y a un certain nombre de vaccins qui sont reconnus. Évidemment, les vaccins ARN Pfizer et Moderna sont reconnus. Le vaccin Johnson & Johnson est reconnu à l'international. Les vaccins qui ont posé problème par rapport à ce que nous avons, ce sont le vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde, du nom de Covishield, et les vaccins chinois, notamment le vaccin Coronavac que nous avons au Bénin. Il faut comprendre que la reconnaissance est liée en fait à l'homologation donnée aux vaccins dans ces pays. Et au début, le vaccin Covishield, n'étant pas administré au niveau de l'espace, notamment de l'Union européenne, n'avait pas encore bénéficié de cette étude pour une homologation dans cet espace. Et quand il s'est avéré
qu'il fallait le faire. Toute la documentation nécessaire, toutes les études nécessaires ont été faites. Et aujourd'hui, ce vaccin est reconnu dans l'espace de l'Union européenne. Donc ça a duré un temps, certes, mais ça a été rapidement réglé. Pour ce qui est des vaccins chinois, notamment le vaccin Coronavac, le processus est également en cours. Et nous espérons également que dans les tout prochains jours, que ce sera également homologué et que ceux qui ont été vaccinés avec ce vaccin Coronavac pourront également avoir accès à l'espace de l'Union européenne sans problème. Donc, en fait, progressivement, la question de l'homologation des vaccins pour avoir accès aux autres espaces est en train d'être réglée. Et je pense bien qu'aujourd'hui, à part ce vaccin, le reste des vaccins qui ont été administrés au Bénin ne pose pas de problème pour les voyageurs. Qui voulait savoir s'il y aurait un mécanisme pour assurer la mise en œuvre des mesures et veiller à leur bon respect. Je voudrais vous rassurer de ce que, effectivement, en édictant cette décision, le gouvernement a bien pensé l'aspect mise en œuvre. C'est pour cela que, par exemple, pour les manifestations autorisées qui nécessitent la présentation du pass vaccinal avant d'y assister, la responsabilité des organisateurs sera engagée. S'il y a un contrôle et que l'on voit qu'à une telle activité, une telle manifestation, il y a des participants qui n'ont pas le pass vaccinal, l'organisateur ou les organisateurs seront invités à en répondre. Puisqu'il leur appartiendra, ayant pris sur eux la responsabilité de tenir une activité autorisée, donc ayant obtenu les accréditations qu'il faut, de sensibiliser leurs cibles pour leur dire ni entrent ou n'y participent que ceux qui auront montré leur passe vaccinal. Pour les autres mesures qui ne nécessitent pas le passe vaccinal, obligation de port d'armes et de port de masque, respect de la distance de sécurité sanitaire, la sensibilisation quotidienne va se poursuivre. Les forces de défense et de sécurité, les forces de l'ordre, en un mot, sont également instruites là pour veiller dans les espaces publics au respect de ces mesures. Et donc, à l'improviste, vous pouvez tomber sur les forces de l'ordre. Ne soyez pas surpris de les voir. Elles seraient en ce moment-là en mission pour nous protéger tous en veillant à ce que les mesures édictées en vue d'assurer la protection sanitaire de l'ensemble de la population soient respectées. Et je vous entends me dire, il y a sans doute des lieux où ce sera compliqué à faire parce que si on va dans un marché où il y a 10 000 personnes à la fois, comment procéder? C'est pour ça que la sensibilisation se poursuit. Et les services du ministère de la Santé, comme cela a été fait par le passé, sont également en alerte pour engager des discussions circonstanciées avec des cibles particulières afin de les exhorter, de les sensibiliser au respect de ces mesures. Il va sans dire que c'est un travail de longue haleine et nous ne devons pas faiblir dans la vigilance, nous ne devons pas non plus baisser la garde. Et donc tout ce qu'il sera utile de faire pour faire respecter ces mesures-là, le gouvernement y veillera, les services compétents étant instruits pour ce faire. Voilà. Ma question est celle-ci. Pourquoi signer une fiche de consentement avant de se faire vacciner? Je voudrais, monsieur le ministre, que vous leviez, ou monsieur le porte-parole du gouvernement, que vous leviez un coin de voile sur cet aspect-là, surtout même dans les langues nationales. Parce que nos auditeurs, nos téléspectateurs ne cessent de nous interroger sur cette question-là. La femme enceinte ou nourrice peut-elle se faire vacciner aussi contre la COVID-19? Ma dernière question, est-ce que l'interdiction des manifestations à caractère religieux veut dire fermeture des lieux de culte? Merci. Quand vous regardez bien la notice des vaccins, et c'est le cas pour plusieurs médicaments, ce n'est pas exceptionnel, c'est habituel. Si vous faites l'expérience, prenez des notices de médicaments, vous allez regarder. On vous mettra qu'il faut l'administrer lorsque la balance pèse plus par rapport aux bénéfices
qu'on n'en récolte que par rapport au risque. En un mot, lorsque la personne ne le fait pas et risque de mourir de la maladie, il vaut mieux le lui faire. J'ai eu l'amertume de vivre en direct à Alada, à moins d'une dizaine de jours, le décès de 4 femmes enceintes. 4 femmes enceintes. Parce que la grossesse, en fait, constitue un facteur encore qui fragilise, qui expose encore un peu plus la femme à développer des complications liées à la Covid. Et dans ces cas-là, je pense que cela va de soi, que cette recommandation qui est mise dans la notice des vaccins ne peut que peser en faveur de la vaccination des femmes enceintes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous vaccinons les femmes enceintes. Il en est de même pour les femmes allaitantes. Donc il n'y a pas de contre-indication à ce que les femmes enceintes et les femmes allaitantes soient vaccinées. Pour ce qui concerne le formulaire de consentement, vous savez, si vous avez eu l'avantage d'aller dans un pays européen un jour pour vous faire soigner, même dans certains pays africains, vous allez constater que pour les plus petits gestes que vous devez, comme vous doit vous faire là, on vous dit, vous signez un document pour dire que vous avez lu et vous avez reconnu qu'on doit vous faire ça. Plus encore pour une tendance chirurgicale. Vous dites, oui, j'ai lu, on m'a expliqué tout ce qu'il y a dedans et c'est en toute connaissance de cause que j'accepte de le faire. C'est ça la pratique médicale. C'est ça qui devrait être. Et nous sommes sur la voie avec les réformes que nous avons eu à mettre en place au niveau du Bénin, avec la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé, des conseils et autres. Nous sommes sur la voie pour mettre en place ce dispositif pour que désormais l'administration de soins de qualité repose également sur le consentement libre et éclairé de celui qui reçoit les soins. Que cela se fasse vraiment de façon à grande échelle aujourd'hui pour le vaccin, c'est bien, mais rassurez-vous, cela se fera désormais demain pour tout geste. Le médecin qui veut opérer quelqu'un, il faut que la personne qui doit être opérée puisse dire, oui, il m'a expliqué l'intervention, il m'a expliqué que quand on fait cette intervention, on peut développer telle complication, telle complication, telle complication, mais que le bénéfice que j'en tire est beaucoup plus important parce que je ne mourrai pas de la maladie qui m'a amené là. Mais qu'il y a des risques, que l'anesthésie qu'on va me faire a des risques également. C'est cela la normalité. Nous avons érigé un système anormal qui aujourd'hui se retourne contre nous. Et parce que nous avons sorti, pour une fois, le formulaire de consentement pour dire aux gens, on vous explique ce qu'on doit vous faire. On communique avec vous, on vous donne l'information. Et en toute responsabilité, vous prenez votre décision. C'est ça le formulaire de consentement que nous faisons signer. Et puis après ça, on dit que vous n'attaquez pas l'État, mais ça n'empêche pas que l'État a mis en place un dispositif. Tous ceux qui ont pu présenter ne serait-ce qu'un petit effet secondaire lié à la vaccination ont été pris en charge totalement et gratuitement. Imaginez que nous soyons 100 000 vaccinés et que les 100 000 décident demain d'intenter un procès à l'État pour dire, oui, quand j'ai fait la vaccination, j'ai eu mal au bras. Quand j'ai fait la vaccination, j'ai eu mal à la tête. Quand j'ai fait la vaccination, je me suis senti fatigué. C'est réel pour certains. Mais est-ce pour autant qu'on va faire perdre de temps à l'État, de l'argent à l'État? Je pense qu'il était licite que nous puissions mettre des garde-fous. Cela n'empêche nullement l'État
aucunement l'État de prendre en charge entièrement au cas où il y aurait des effets secondaires. Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Le médicament le plus dangereux pour moi aujourd'hui, c'est la paracétamol, qu'on avale comme des petits pains tous les jours. Vous avalez 12 grammes de paracétamol, vous allez faire une hépatite fulminante qui va vous tuer en moins de 24 heures. Et pourtant, on l'avale comme des petits pains. Donc, c'est dire que le formulaire de consentement ne doit pas inquiéter du tout. Je voudrais rassurer les populations que c'est la normalité. Et c'est comme ça que désormais, nous allons faire les choses pour l'administration des soins. Que vous vous sentiez responsable de ce qu'on vous donne également comme soins. Que vous ayez toute l'information requise, que vous puissiez poser toutes les questions qu'il faut avant d'avoir accès à ces soins. Vous serez libre de refuser par rapport à tout ce qu'on vous aura dit pour dire « Ah, ce que je vois là, laissez-moi aller réfléchir et je reviens. » Donc, c'est là la question du formulaire de consentement. Que cela ne soit pas perçu comme un désengagement de l'État ou une fuite en avant ou une peur. Non, pas du tout. C'est le comportement responsable que les soignants et les populations devraient avoir par rapport à l'administration des soins. Vous voulez savoir si la suspension des manifestations à caractère religieux signifierait fermeture des lieux de culte? C'est non. Et c'est bien non. Pour rassurer et rassurer nos compatriotes. Vous avez dû noter que le gouvernement s'emploie à faire les choses avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'à-propos. C'est vrai que par le passé, on a été jusque-là. On ne maîtrisait pas encore du tout alors la pandémie. On commence à la connaître. Et on se dit qu'il ne sera pas utile d'en arriver là maintenant. Parce que entretenir la foi pour les gens, ça vaut autant que d'aller à l'école. Ça vaut autant que de bénéficier de soins de santé de qualité. Ce qui est par contre visé, ce sont les manifestations publiques qui rassemblent du monde. Par exemple, si vous allez organiser un pèlerinage avec 10 000 personnes, 20 000 personnes, et vous savez très bien que vous ne pouvez pas vérifier la disponibilité du pass vaccinal pour chacune de ces personnes, cela rentre dans la catégorie des manifestations religieuses. Vous avez été attentif et vous avez noté que, en interdisant les rassemblements festifs sur les lieux publics, y compris les plages, vous avez vu, on a ajouté l'adjectif public. Par contre, si vous devez entrer dans un lieu de culte où vous êtes maximum quelques centaines de personnes, les responsables de nos différentes congrégations religieuses sont assez outillés, assez responsables pour veiller à ce que les gestes barrières, les mesures barrières soient respectées. Au surplus, ils sont invités à sensibiliser leurs fidèles à la nécessité de se faire vacciner. Cela ne ferait que renforcer l'immunité de ces fidèles, mais aussi leur permettrait de pouvoir tenir régulièrement leurs activités. Donc, aux responsables religieux, comme à l'ensemble des divers responsables dans notre pays, le message du gouvernement est clair, c'est de sensibiliser leurs fidèles, c'est de sensibiliser leurs cibles à la nécessité de se faire vacciner, et c'est de veiller aussi et surtout au respect des mesures barrières à l'intérieur de leur lieu de culte, mais de ne pas s'exposer inutilement et de ne pas exposer inutilement leur population, leurs cibles, leurs fidèles, au risque de contracter le virus de cette pandémie-là. Voilà ce que je pourrais apporter comme réponse à votre préoccupation pour vous rassurer et vous demander de nous aider également à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Depuis une semaine, dans les zones reculées, surtout et tout près ici dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a certains centres de santé qui ne reçoivent plus de patients. Pourquoi? Parce qu'on constate que, arrivé dans le centre, on vous annonce devant tout le monde que vous êtes infecté par la maladie du coronavirus. Donc ça fait que
quand vous rentrez à Zinvier, Kparou, Danzé, les gens ne veulent plus aller dans les centres de santé. Et c'est devant tout le monde qu'on vous annonce que vous êtes malade et que tout le village vous fuit. Maintenant, moi, je voudrais demander, est-ce qu'il n'y a pas un système pour annoncer quand même aux malades que vous êtes malade? Maintenant, on va prendre des dispositions avec vous et que l'entourage ne soit pas informé. Et sinon, moi, j'ai constaté que tout près, les confrères peuvent aller faire le constat dans les centres. Les gens ne fréquentent plus. Comment est-ce qu'on peut faire? Et d'autres situations, il y a d'autres qui disent qu'on leur annonce le matin que le malade est testé négatif. Le soir, il décède, mais ils vont pour retirer le corps. On leur dit que ils ne peuvent plus retirer le corps. Maintenant, ils ont dit qu'il n'y a pas de compréhension. Au lieu de leur expliquer la situation correctement, que les agents qui sont là n'arrivent pas à leur expliquer la situation correctement. Moi, je voudrais vous demander, est-ce qu'il ne faut pas mettre un mécanisme en place pour quand même expliquer à ceux qui sont avec le patient ou bien aux parents de l'époux ce qu'il faut réellement pour qu'il y ait la compréhension autour de cette situation dans les zones reculées? Au constat qui a été énoncé tantôt, je me suis demandé si nous faisons le même constat. J'ai eu l'occasion ces derniers jours de sillonner plusieurs formations sanitaires et le constat que je ne fais pas plus qu'hier encore dans nos structures de santé, c'est qu'il y a une affluence extrême. Il y a une affluence extrême des populations qui viennent parce qu'elles veulent savoir si elles ont la Covid. Je suis allé au centre de santé d'Aïla Wadje le mardi et j'ai vu dans la file des consultations près d'une centaine de personnes. Et dans la file de vaccination, peut-être 25. J'ai eu la curiosité de savoir, mais tout ce monde-là, il cherche quoi? C'était pour faire le test Covid. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez des signes? Ils baissent la tête. Je voudrais faire la pédagogie des tests. Nous avons deux types de tests aujourd'hui. Ce qu'on appelle le test de diagnostic rapide antigénique, on vous prélève dans le nez toujours, et on peut avoir le résultat en 15 minutes. C'est ce qui est vendu en France dans les pharmacies qu'on sort pour faire. Et le test PCR qu'on envoie au laboratoire, qui prend plus de temps pour avoir le résultat, jusqu'à 6 heures de temps. Le test antigénique, comme dans l'année qui donne le temps en 15 minutes là, il n'est indiqué que lorsque vous avez des signes. Si vous n'avez pas de signes et vous faites ce test-là, il sera négatif, ce sera un faux négatif, vous allez être faussement rassuré et vous allez continuer tranquillement à vaquer à vos occupations jusqu'au jour où vous allez commencer à développer les complications 1 semaine, 2 semaines après. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé que nos populations sortent et aillent s'aligner au niveau des structures sanitaires comme cela se fait aujourd'hui pour dire quelles sont la recherche de tests de la Covid. Parce qu'au niveau des structures sanitaires, nous avons les tests antigéniques. Et évidemment, quand on fait test antigénique devant, ils s'alignent en grande masse, on annonce le résultat, évidemment, quand en consultation, on annonce le résultat à la personne pour dire oui, le test est positif ou négatif. Bon, si c'est écrit ou bien, d'autres peuvent entendre dehors et puis ça y est. C'est un test qui est fait séance tenante, devant le malade. Donc, ceux qui ont pris ça comme un sport national et qui tous les matins se lèvent pour aller faire les sanitaires pour dire qu'ils veulent faire un test, parce qu'il y en a qui font ça tous les jours, même matin et soir. Sans signe, ils arrivent, ils disent on a des signes. Je vous assure, le jour-là, j'ai vu 100 personnes, j'ai dit écoutez, arrêtez. Si vous n'êtes, je leur ai expliqué la pédagogie, j'ai dit si vous n'êtes pas souffrant, basculez de l'autre côté, allez vous vacciner. C'est ce qu'il vous faut. Parce que là, vous risquez vos vies en perdant votre temps à chercher un test qui ne vous protégera pas dans tous les cas de figure. Et rassurez-vous, ça a été le cas. Plus de la moitié est rapidement allée à la vaccination. Donc je voudrais lancer un appel aux populations pour qu'elles ne se ruent pas sur les centres de santé, n'étant même pas malades,
pour aller se faire tester. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un dispositif. Ceux qui sont malades seront testés. Ceux qui ne sont pas malades et qui veulent faire des tests de convenance personnelle, PCR, ils peuvent aller payer pour aller faire ça, comme une analyse de laboratoire. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez décider de faire votre test de convenance personnelle pour vous dire, bon, je suis là, je vais bien voir si par hasard, je n'ai pas la COVID qui est déjà venue là. Vous allez payer votre test et vous allez faire votre test. Mais laissez la chance à ceux qui sont malades d'aller vers les structures et effectivement de se faire diagnostiquer de façon formelle. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que nous avons mis en place une batterie de stratégies dans le pays qui fait appel à ce que nous avons appelé en santé publique le traitement présomptif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, parce que les gens ils perdent du temps, ils perdent beaucoup de temps, 2 semaines pour dire j'ai le palu, j'ai le palu, j'ai le palu. Et c'est seulement lorsque la détresse respiratoire vient qu'on dit ah, il faut faire le test Covid. Or, notre stratégie aujourd'hui, c'est de dire que lorsque vous venez dans un centre de santé et vous avez ne serait-ce qu'un demi-signe qui soit évocateur de Covid, automatiquement, on vous met sous le traitement présomptif que le Bénin est en train d'appliquer depuis des mois. Quitte à vous faire un test qui peut être faussement négatif, mais au moins, vous serez déjà sous le traitement qui va vous sauver la vie. Idem pour les sujets contacts. Quand vous avez un sujet contact d'un cas positif, on peut vous faire le test va être négatif. Mais ça n'occulte aucunement que vous soyez mis sous traitement de cas contact pour éviter que vous ne puissiez après développer à bas bruit la maladie et développer après des formes compliquées et finir au stade de détresse respiratoire où vous allez finir par atterrir à Alada ou à Calavi ou à Lachad Parakou. Je voudrais insister sur cette pédagogie, surtout vis-à-vis des agents de santé. Il faudrait que chaque agent de santé qui reçoit un malade aujourd'hui se dise jusqu'à preuve du contraire, c'est la Covid que ce malade a lorsqu'il n'a serait-ce qu'un demi-signe. Et démarre le traitement présomptif, quitte à faire le test qui peut être négatif ou positif, que ce soit le TDI antigénique, la PCR, qu'on va en avoir au laboratoire, ou alors des fois c'est négatif et pourtant les dégâts sont déjà dans les poumons, on fait le scanner, les poumons sont déjà complètement foutus. Et pourtant les tests sont négatifs. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions avoir ces éléments à l'esprit pour ne pas nous ruer inutilement sur les tests itératifs. Donc la population vient, elles sont massivement sorties, elles sortent massivement, elles sont sur les sites des centres de santé. Malheureusement, ce n'est pas à bon escient. Elles ne sont pas malades, elles inventent des signes juste pour se faire un test qui va les rassurer faussement et malheureusement, quelques jours après, il faudrait finir par développer des formes compliquées. Je voudrais lancer un appel, encore une fois, pour que ce soit vraiment les gens qui sont malades qui puissent aller vers les centres et se faire dépister par les TDI antigéniques. Le TDI antigénique n'est positif que lorsque la personne a des signes. Et deuxièmement, d'avoir à l'esprit qu'en fait, aujourd'hui, la politique appliquée, c'est qu'avec le nombre de cas qu'il y a dans la population, lorsque quelqu'un développe des signes qui sont évocateurs, jusqu'à preuve du contraire, c'est la COVID. Et c'est pour ça que nous insistons sur le traitement présomptif à démarrer aussitôt dès que quelqu'un présente ne serait-ce qu'un signe de la maladie. Passe vaccinal, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que de plus en plus, est-ce le carnet qu'on vous remet après la vaccination ou bien c'est un document autre que cela? Vous voudrez bien nous expliquer davantage qu'est-ce que cela veut dire, passe vaccinal. Première préoccupation. Également, des commentaires se font et de plus en plus durs et de plus en plus assez pervers. On nous dit que certains groupes sanguins seraient incompatibles à la vaccination. Franchement, on perd de boussole par rapport à tout ça. Est-ce que c'est vrai tout ça là? Heureusement, vous êtes du domaine, vous en êtes un spécialiste. Vous voudrez bien nous éclairer davantage.
Ma troisième préoccupation, certains compatriotes ont eu à faire déjà la vaccination AstraZeneca. Il a été dit que le gouvernement a lancé déjà la commande par rapport à la rupture. À vous entendre parler tout à l'heure, je ne crois pas comprendre que la commande devra arriver sous peu pour permettre à ceux qui sont à l'étape d'une première vaccination, c'est-à-dire d'une première dose, puissent en avoir la seconde dose. L'autre a déjà fait un type de vaccin. Est-ce qu'il lui sera encore aisé d'aller faire un autre type en compensation de la deuxième dose qu'il n'aurait pas eu? Alors, la question du pass vaccinal. Quand vous voyagez, vous arrivez dans un aéroport, vous avez habituellement des agents de santé qui sont là, qui sont disposés, et qui vous réclament votre carnet de vaccination et qui vous contrôlent. Le pass vaccinal, c'est ça en fait le pass vaccinal. On vérifie si vous avez les vaccins nécessaires pour accéder au territoire. Donc aujourd'hui, le territoire, ce sera les lieux de rassemblement. Est-ce que vous avez déjà fait le vaccin contre la COVID-19 attesté par votre carnet de vaccination? Évidemment, nous avons digitalisé et puis nous allons avoir des QR codes également qu'on peut vérifier pour nous assurer que les gens n'ont pas été falsifiés, puisqu'il y a un championnat de falsification toujours. Les gens n'ont pas été falsifiés des carnets pour pouvoir rentrer dedans. Donc nous vérifions pour voir si vous avez été réellement vacciné et vous accédez au site. Donc c'est ça le pass vaccinal. En ce qui concerne la question des groupes sanguins, je vais juste dire une anecdote dessus. J'ai la chance dans ma famille d'avoir différents types de groupes sanguins. Pratiquement tout est rassemblé. Et bon, tout le monde est vacciné. Je me suis étonné après, je me dis, mais bon, personne n'est encore mort. D'accord, ok, c'est heureux. Non, c'est vous dire que c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Pour ce qui concerne le switch, vous savez, au niveau mondial, il y a une tension sur la production des vaccins. Et je voudrais insister sur un fait. Nous avons reçu 164 000 d'AstraZeneca. Nous avons souhaité prendre la moitié pour vacciner les gens et garder la moitié pour les deuxièmes doses. Lorsque nous sommes arrivés au mois de juin, à ce moment que d'autres personnes se réveillent pour dire nous voulons faire AstraZeneca, il y avait deux choix. Ou bien leur dire on risque de ne pas vous faire la deuxième dose tout de suite, ou bien leur donner déjà la chance d'avoir un début d'immunité avec la première dose, puisque lorsqu'on fait déjà la première dose, il y a un début d'immunité. Et c'est cette décision qui a été prise. Et pour la suite, les commandes d'AstraZeneca qui devaient venir sont toujours dans la pipeline et doivent venir. Tout est bouclé. C'est la production et l'arrivée. Il y a même une date qui a été donnée. Mais dans l'intervalle, faut-il attendre quand on sait pertinemment qu'il y a eu des millions de personnes qui ont bénéficié de notre vaccin, notamment dans les pays européens, et qui n'ont rien eu. Nous ne sommes pas initiateurs de switch. Ça existe déjà. Donc aujourd'hui, au regard du délai, pour ne pas laisser des personnes qui ont déjà reçu une première dose finir par développer la maladie, peut-être parce que perdant au fur et à mesure, au fil du temps, l'immunité, nous avons recommandé formellement qu'ils puissent procéder au switch et bénéficier d'un autre type de vaccin qui pourra leur être indiqué sur les sites de vaccination. Je dois dire que déjà, il y a plus de 5000 personnes qui ont choisi de faire ce switch depuis que nous avons eu le vaccin Johnson & Johnson. Plus de 5000 personnes ont choisi de switcher. Il y a déjà eu une première dose d'AstraZeneca et ont choisi d'aller vers le vaccin Johnson & Johnson sans problème. Il y a d'autres qui avaient fait le Sinovac avant et qui, pour des raisons de voyage et consorts, ou alors pour des raisons de soupçon de baisse d'immunité,
ont choisi d'aller faire le vaccin Johnson & Johnson. Le plus important quand vous devez faire 2 vaccins, c'est qu'il y a un intervalle de temps qui doit séparer l'administration des 2 vaccins. Quel que soit l'antigène. Nos enfants, quand ils sont nés, on leur fait le BCG, on leur fait le pentavalent qui regroupe 5 vaccins ensemble, d'accord? Et on leur donne un rendez-vous 1 mois après pour leur faire un autre vaccin. Après, on leur donne le rendez-vous de rougeole, ainsi de suite. L'intervalle, c'est l'intervalle qu'il y a entre les vaccins qui est le plus important. On ne fait pas un vaccin aujourd'hui et le lendemain, on va pour faire un autre vaccin. Vous n'allez pas avoir la réaction immunitaire qu'il faut pour pouvoir lutter contre la maladie contre laquelle vous avez fait le vaccin. Donc, je reprécise, c'est vrai que le vaccin AstraZeneca est en commande, c'est vrai qu'il va arriver dans un délai plus ou moins connu, mais aujourd'hui, nous recommandons également que ceux qui veulent switcher puissent switcher. Nous le recommandons formellement. Déjà, il faut trouver curieux que pour la pléiade d'autres vaccins connus jusqu'ici, personne n'ait jamais évoqué le groupage sanguin comme un facteur limitant pour avoir accès à ce vaccin. Ça doit vous paraître curieux. S'il y a des vaccins pour lesquels des groupes sanguins ne sont pas éligibles, ce n'est pas aujourd'hui que ça va naître avec Covid. Cela donc pour dire qu'il faut comprendre par là que c'est encore une fois les théories complotistes qui sont à l'œuvre. Malheureusement, c'est le côté pervers des réseaux sociaux. Chacun peut rester dans sa chambre, dans son champ, à la plage, dans une buvette, au restaurant, et inventer ce qu'il veut, se donner même les qualités qu'il veut, que vous ne pouvez pas vérifier. Donc notre rôle, c'est de vous rassurer, et votre rôle, c'est de nous aider à rassurer nos compatriotes, ceux qui appartiennent à ces groupes qui ont été cités par les intéressés, ceux qui ont intérêt à manipuler, rassurer nos compatriotes de ce qu'il n'y a aucune limite fixée par l'appartenance à un groupe sanguin pour aller se faire vacciner. C'est faux et c'est radicalement faux. Nous sommes pratiquement à la veille de la rentrée. Et nos enfants sont restés tout le temps à la maison pendant les vacances. Ils doivent reprendre. Et voilà le contexte sanitaire dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui est prévu pour mettre nos enfants en sécurité? Comme vous le savez, le gouvernement, depuis le début de cette pandémie, a eu à gérer de façon vraiment pragmatique les classes de nos enfants. Et des recommandations avaient été faites déjà et sont toujours d'actualité pour le déroulement des classes en ce qui concerne les moments du port de masque et de retrait de masque par les enseignants. Et c'est toujours d'actualité. Ça ne change pas. Vous avez pu également constater que le gouvernement a recommandé formellement et fortement à ce que le personnel enseignant puisse se vacciner. Mais au-delà de ça, vous savez, quand je regarde les statistiques, il y a quand même une catégorie de cibles âgées de 12 à 18 ans qui sont quand même de plus en plus contaminées. C'est 10% de la population des personnes contaminées. Et des vaccins sont indiqués pour ces cibles-là. C'est fait déjà dans les autres pays. Et lorsque nous allons avoir ce type de vaccin également, nous allons recommander que ces cibles également puissent être vaccinées dans cette tranche d'âge où il y a déjà du recul pour demander la vaccination de ces cibles. C'est vous dire que tout sera mis en place pour faire en sorte que les mesures barrières soient respectées déjà pour la rentrée, mais également que l'incitation du personnel enseignant adulte à se faire vacciner, et peut-être dans un futur pas lointain, pour les cibles des enfants qui peuvent l'être également, soit de mise. Et je voudrais aller plus loin pour dire que même si en allant en classe, les enfants pouvaient avoir le virus, il est important que les parents à la maison, les personnes adultes à la maison, soient de fait vaccinés.
En rencontrant les promoteurs du spectacle la dernière fois, j'ai pris un exemple. J'ai dit, dans cette salle, prenons la moitié qui soit vaccinée, d'accord, et l'autre moitié qui soit non vaccinée. Les non vaccinés peuvent avoir accès au lieu disant qu'ils ont une PCR négative, ils n'ont pas de Covid. D'accord? Mais si la personne vaccinée, éventuellement, une personne avait ne serait-ce le virus, et en contaminant les personnes non vaccinées, ce n'est pas les vaccinés qui sont dans la salle qui vont développer des formes graves. Ils ne vont jamais développer de formes graves de la maladie. Mais les personnes non vaccinées qui sont dans la salle, c'est ces personnes qui seront exposées. C'est pour ça qu'il est important que derrière l'image que nous avons, c'est faire en sorte qu'à terme, toutes les personnes exposés, adultes qui sont dans nos foyers, qui sont en attente, qui peuvent venir se faire contaminer. Je prends l'exemple des personnes adultes, les grands-parents qui sont à la maison. Tranquillement, on dit, et ils ne sortent pas. Ils sont à la maison, ils ne sortent pas. Mais les enfants vont dehors et reviennent. Il est indispensable que ces personnes adultes soient vaccinées. C'est ça notre responsabilité d'aujourd'hui et de demain. De protéger les nôtres. Donc, je voudrais insister encore une fois sur le fait que se vacciner doit être la règle et ne pas le faire l'exception de demain. Je suis asthmatique. Je fais partie de ceux qui hésitent à aller se faire vacciner. De façon officielle, quelle attitude je dois avoir pour aller me faire vacciner? L'autre préoccupation, monsieur le porte-parole du gouvernement, il y a eu assez de mesures pour la lutte. Mais quel accompagnement, ceux qui ont peut-être les bibliothèques qui seront fermées, quel accompagnement le gouvernement prévoit pour ceux-là? L'asthme, aujourd'hui, est considéré comme un facteur très favorisant pour les formes graves de Covid. Et vous devriez être parmi les premiers à avoir fait la vaccination lorsqu'on l'a lancé, puisqu'on l'avait lancé en ce moment pour les personnes qui sont porteurs de TAR pouvant favoriser les formes graves. Vous pouvez faire tous les types de vaccins qui sont là. Quand vous avez parlé, j'ai vu à la date derrière. Et il faudrait éviter que quelqu'un puisse y arriver. Les sujets aujourd'hui, jeunes, qui n'ont pas de TAR, 24, 28 ans, 34 ans, sont en train de mourir. Ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas pour faire peur. C'est la réalité tangible que nous vivons tous les jours. Qui plus est encore, lorsqu'on est porteur déjà de TAR, d'une maladie qui expose à développer des formes graves. Ce devaient être les premiers, les tout premiers à se vacciner. Donc je voudrais encore lancer un appel formel à ces cibles qui sont encore plus fortement exposées aux formes graves que les autres, à ne pas attendre, à se faire vacciner à temps. À la table, vous savez, il y a des gens qui, en témoignant, parce qu'ils sont sur la porte de sortie, pour rentrer chez eux, on dit, monsieur le ministre, j'étais à une semaine de faire la vaccination. Je voulais faire ça le lendemain, puis j'ai commencé la maladie. Mais c'est une erreur que je ne vais plus jamais faire. Il y a des gens qui, sur le lit de mort, ont regretté de ne pas avoir été vaccinés. Il faudrait éviter que ça arrive. C'est pour ça que vous devez le faire. Et vous devez recommander à tous les autres que vous connaissez qui sont porteurs de ces maladies exposées en forme grave à le faire sans délai. Il ne faut pas laisser passer une seconde. Une seconde d'hésitation peut être fatale. Les mesures d'accompagnement pour les promoteurs ou les tenanciers de discothèques et structures assimilées qui vont être fermées. Le gouvernement a lancé depuis quelques jours la campagne de communication autour d'une nouvelle saison de soutien aux petites et moyennes entreprises durement impactées par la COVID-19. Un peu à l'image de ce qui a été fait lors de
la première phase de soutien, les entreprises petites et moyennes, donc qui emploient entre 0 et 9 personnes, puis entre 10 et 49 personnes, sont éligibles à ce soutien financier. Qu'il s'agisse d'entreprises formelles ou informelles. Formelles ou informelles. La plateforme est annoncée. Les promoteurs de ces entreprises peuvent aller s'y inscrire librement. Les dossiers vont être étudiés et le gouvernement mettra en place le soutien financier qui convient pour les aider à résister au choc socio-économique de la pandémie. Nous avions, lors de la première phase, pris en charge un certain nombre de chapitres, des salaires, les charges d'électricité, parfois, les impôts. Cela va revenir. Et toutes les spécificités qui vont avec. Donc, si vous êtes promoteur d'une PME ou d'une MPME, ou si vous en connaissez, vous pouvez leur dire que c'est lancé. L'inscription va se faire pendant quelques semaines et après, la phase de remise formelle des soutiens va se dérouler. Et donc, c'est vous dire que cela également a été prévu par le gouvernement qui est conscient de ce que cette situation entraîne des difficultés financières, des difficultés économiques aux entreprises du Bénin. Or, le gouvernement a en idée d'assurer le maintien des grands équilibres, faire en sorte que la santé des populations soit préservée, mais aussi que l'économie soit préservée. Que l'économie vive et que les populations vivent pour que le pays lui-même vive. Voilà la démarche. Et donc, dans cette perspective-là, soyez rassurés et rassurez nos compatriotes que vous connaissez de ce qu'ils ont encore la possibilité de le faire et de bénéficier de ce soutien-là. Parce que j'ai noté que c'était la dernière question. Oui. Avant le fond. Oui, j'insisterai sur la nécessité pour chacun de nous de sensibiliser, de contribuer à convaincre nos compatriotes. Le compte-rendu du Conseil des ministres hier a fait état du niveau de consommation des obus d'oxygène dans notre pays. Pour constater qu'aujourd'hui, par jour, Alada seul consomme ce que tous les centres publics et privés consommaient en un an, en temps normal. En un an. On ne dit pas en une semaine ou en un mois. Une journée de consommation d'oxygène à Alada équivaut à un an de consommation d'oxygène dans tous nos centres de santé publics et privés. Ce qui veut dire que là également, il y a une certaine tension qui s'exerce sur cet intrant. Et ce n'est pas seulement au plan national, c'est au plan international également. Vous avez suivi au début de la pandémie ce que ça a généré dans certains pays. Ici, le gouvernement veille à anticiper, c'est vrai, mais nous voulons surtout que le message passe, que nos compatriotes le comprennent, parce que nous sommes convaincus que se faire vacciner, c'est la solution structurelle aujourd'hui. C'est la solution la plus pertinente que la science nous propose aujourd'hui pour éviter d'en arriver aux conséquences extrêmes. Et donc, encore une fois, nous serons tous avisés d'être des agents sensibilisateurs afin d'amener nos compatriotes qui ont commencé déjà à y adhérer enfin. Le ministre disait tout à l'heure qu'il a noté cet engouement extraordinaire depuis quelque temps. Il faut dire à nos populations qu'elles ont raison et à nos compatriotes qui hésitent encore qu'il n'y a plus lieu d'hésiter. Il faut se rendre à l'évidence que c'est la solution scientifique que nous avons aujourd'hui pour faire face à la pandémie. Je voudrais juste ajouter quelques petits points. Le premier, c'est le message que le directeur général de l'OMS ne cesse de répéter tous les jours, de se faire vacciner. Le vaccin aujourd'hui est l'arme la plus efficace que nous avons pour nous protéger contre cette maladie. Donc j'exhorte les uns et les autres, toute la population béninoise, à se faire vacciner. Déjà, nous faisons face à une très grande inéquité vaccinale où les pays développés, les gens sont vaccinés et nous en Afrique, on n'a que 2% de personnes qui se sont fait vacciner. Nous avons la chance d'avoir quelques vaccins
il faut en profiter pour que petit à petit nous puissions vacciner tout le monde. La deuxième, c'est les gestes barrières. Il faut se protéger les uns, protéger les autres et protéger surtout les amis et les membres de sa famille. Même si vous ne voulez pas vous protéger, vous allez prendre le risque et contaminer les gens qui sont à la maison. Personne ne veut transmettre la maladie à son papa, à sa maman ou à ses frères et sœurs qui sont à la maison. Donc, respectons les gestes barrières, protégeons-nous pour pouvoir protéger les autres. La troisième, c'est la communication. Nous devons tous être des vecteurs de communication. Nous devons tous relayer les bons messages et non les messages, les faux messages ou l'infodémie relayée par les réseaux sociaux. Lorsque vous prenez un faux message des réseaux sociaux et vous le balancez dans votre groupe, vous êtes un relais de ces faux messages. Vous devenez le véhicule par lequel ces faux messages circulent. Donc vous devez arrêter de véhiculer ces faux messages chez vous, à vos amis, à vos collègues. Encore une fois, la santé, elle se fait à domicile. Nous sommes tous responsables de notre propre santé. Ce sont les réparations qui se font à Alada. Si on vous amène à Alada, c'est que vous avez perdu votre santé. On doit vous réparer, on doit vous soigner pour que vous retrouviez votre santé. Alors n'acceptez pas de perdre notre santé. Maintenons notre santé pour ne pas se retrouver à Alada. Merci.